Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Aujourd'hui, suite et fin de l'entretien avec Jean-Marc Daniel. D'ailleurs, je vous remercie au passage d'avoir été aussi nombreux à écouter la première partie il y a 2 semaines. Dans cette deuxième partie de l'entretien, nous traitons de manière plutôt approfondie toutes les questions d'argent magique, le fameux quoi qu'il en coûte, et ce que Jean-Marc Daniel en pense, et notamment les mises en garde qu'il adresse à notre personnel politique sur les risques de faire tout le temps de l'argent magique. Nous parlons également de la dette, est-ce qu'elle est utile, est-ce qu'elle est légitime, est-ce qu'il faut la rembourser ou faire défaut dessus. Puis nous parlons de l'histoire du système monétaire en général et comment les péripéties monétaires actuelles se situent dans la grande saga des systèmes monétaires et de leur éventuelle chute. Je vous retrouve juste à la fin de l'épisode. Votre dernier livre s'appelle « Il était une fois l'argent magique » et comme l'auditeur l'aura deviné, vous traitez de cette question du quoi qu'il en coûte. Donc c'est un livre qui vient de paraître. Et qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre et quelle est la thèse centrale de votre livre? Alors ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est un double constat. D'abord un constat d'une sorte d'insouciance qui s'est emparée de nos dirigeants au travers donc de la formule du quoi qu'il en coûte. Mais le quoi qu'il en coûte pouvait avoir un sens au moment de la pandémie. Je mets à leur place. Il y a eu une phase d'un peu de sidération, et ce qui est arrivé, et puis ils se sont appuyés sur des experts qui leur disaient, vous savez, c'est une grippette, tout ça va se terminer très vite, l'hiver sera derrière nous. Et puis donc la pandémie, et donc il y a eu des réactions qui étaient des réactions peut-être excessive, mais en tout cas, il fallait réagir. Donc, le confinement et la substitution de dette au travail. Le confinement, on empêche les gens de travailler pour maintenir un niveau de vie à la population, sachant qu'il y avait quand même environ 50 à 60% de l'activité qui continue à tourner. Mais enfin, on était dans une contraction très forte des moyens de production, de l'utilisation des moyens de production. Et donc, on a substitué, et le sentiment soudain s'est emparé de nos dirigeants que finalement, c'était assez pratique. Bah oui, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Le revenu moyen, le revenu disponible des ménages s'est maintenu en 2020 malgré une contraction de l'activité économique de 10%. Pourquoi on ne ferait pas ça plus souvent? Voilà, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça de façon plus systématique? Et la deuxième chose qui me frappait, c'était que les gens qui critiquaient ce système assez souvent mettaient en avant des critiques, des remarques et des inquiétudes qu'il était assez facile de balayer. Et donc, à partir de ce moment-là, les défenseurs de l'argent magique sur le thème, écoutez, ça se passe pas si mal que ça. Et si la seule menace que vous mettez en avant, c'est le fait que on va punir la génération d'après, comme il est facile de démontrer que c'est pas le cas, à partir de ce moment-là, eh bien, continuons. Et donc, ce que je voulais mettre en avant dans ce livre, c'est à partir, d'ailleurs, je commence tout de suite d'emblée par une citation de Michel Chevalier, qui était le professeur d'économie du Collège de France dans les années... Et qui a négocié le traité Chevalier-Cobden, le fameux traité de libre-échange entre la France et la Grande-Bretagne. Qui a négocié pour la France et Napoléon, enfin, pour la France de Napoléon III, un traité de libre-échange avec le Royaume-Uni. Et donc, Chevalier, après 1848, un peu secoué par ce qui venait de se passer, donc, à son cours de 1849, de sa leçon inaugurale de 1849, dit, écoutez, le seul véritable ennemi de l'économiste, c'est l'alchimiste. C'est-à-dire, c'est le personnage qui pense que par la création de monnaie, par l'augmentation systématique, quel que soit le moyen, de la quantité d'or que l'on va mettre à disposition de la population, on va avoir résolu tous les problèmes économiques. Et il dit, ça, c'est l'erreur de fond. Oui. Et donc, je dis, ça reste l'erreur de fond. On ne peut pas substituer durablement de la dette, des signes monétaires, de l'or fabriqué, tout ça, au travail. Quelles sont les conséquences, selon vous, alors qu'on ne voit peut-être pas encore ou qu'on masque commodément, je pense au chiffre de l'inflation, mais on va y venir plus en détail. Donc, quelles sont les principales conséquences d'une création monétaire sans limite apparente? Alors, ce qui est intéressant dans la création monétaire, c'est que normalement, c'est des prêts. Et donc, vous avez deux formes de création monétaire. Une création monétaire qui va consister à financer des prêts à des privés, essentiellement à des entreprises. Et donc, on peut considérer que, et c'est le rôle du banquier, c'est lui qui va créer la monnaie, c'est lui qui prête. Et lorsqu'il récupère la monnaie, elle est détruite. Elle est détruite. Et donc, le rôle du banquier, c'est d'identifier la capacité de la personne qui vient emprunter à rembourser plus tard, c'est-à-dire à créer suffisamment de richesse pour rembourser. Et puis, il a une garantie, c'est que, en général, il finance des investissements, et donc une entreprise, quand elle investit, acquiert un actif, on met une machine. Oui, donc au pire, on peut toujours revendre les actifs, enfin, on s'est assis sur quelque chose. On s'est assis sur quelque chose. Et puis, il y a le prêt à l'État.
Et donc ça, cette dette publique. Et donc, ce qui m'a frappé, ce qui me frappe en général, c'est que on en a une lecture de cette dette publique assez approximative. Je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, on nous dit ah oui, mais on pourrait par exemple, pour ne pas avoir à la rembourser, la rendre perpétuelle. Je me souviens d'un papier y compris d'ailleurs de Dominique Strauss-Kahn, qui a quand même été à la tête du FMI, disant voilà, la solution c'est de rendre Alors à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on paie encore des impôts? Voilà, et surtout, mais elle est déjà pratiquement perpétuelle. C'est ça, c'est quand on paye les intérêts de la dette précédente en contractant la dette suivante. La dette suivante, mais on ne rembourse jamais la dette. Et quand on regarde les écritures comptables des budgets qui sont votés dans tous les pays développés du monde, il y a un poste qui s'appelle dette, mais il y a uniquement la charge de la dette. Et donc, en soi, elle est déjà perpétuelle, elle est prolongée. Bon, mais il n'y a jamais de véritable. Bon, donc c'est pas la solution. Et c'est pas l'enjeu. Excusez-moi, je vous coupe, mais quelle serait la limite naturelle à cette dette perpétuelle? Il me semble que normalement, au bout d'un moment, si on s'endette de manière cumulative, donc c'est-à-dire en fait on fait du déficit chaque année, donc on alourdit la dette, théoriquement, si on n'a pas utilisé l'argent emprunté pour créer plus d'actifs et réellement investir sur l'avenir dans quelque chose qui sera entre guillemets monétisable, enfin qui sera vraiment de la valeur réelle demandée par le marché, les taux d'intérêt devraient monter parce que les prêteurs ne vont pas éternellement financer de la redistribution. Justement, ce côté magique, c'est que les taux d'intérêt ont vocation à être nuls. Et alors pourquoi? Ce que j'explique dans le livre, c'est qu'en fait, effectivement, pour emprunter, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prête. Et donc les gens qui prêtent, dans la plupart des pays, sont regroupés dans des cercles plus ou moins fermés de spécialistes en valeur du trésor. Donc en France, il y a 21 banquiers, il y a 21 banques et compagnies d'assurance qui achètent en gros, et qui ensuite c'est détenu au bout du bout quand même par des Français qui ont leur assurance vie. Ou des trucs comme ça. Et alors après, ces banques, après, elles redistribuent tout ça. Donc effectivement, une partie est remise auprès du public sous forme d'assurance vie. Des gros gestionnaires de cette dette publique, c'est la CNP, la Caisse nationale de prévoyance, qui effectivement met en place des produits d'assurance vie. Et puis il y en a une partie, et donc ça c'est la grande découverte entre guillemets, la grande rupture par rapport aux pratiques antérieures, qui est la pratique du quantitative easing. Il y en a une partie qui est rachetée par la Banque centrale. C'est ça, pas directement, et c'est ça le piège, parce qu'ils peuvent pas le faire par traité. Voilà. Et donc, ils ne peuvent pas le faire par traité. Même aux États-Unis, les statuts sont clairs. Les statuts de 78 sont clairs. La Banque centrale n'achète pas la dette, mais elle la rachète. Elle peut la racheter. Et donc, à partir du moment où elle la rachète, c'est le quantitative easing. Ça consiste à aller voir les banques et on leur dit, écoutez, prêter à l'État, ça pose aucun problème, puisque si ça vous inquiète, de toute façon, moi, je vous rachèterai derrière. Et donc, et c'est d'autant plus magique, entre guillemets, qu'une fois que la Banque centrale a racheté la dette, eh bien, elle perçoit les intérêts que lui verse l'État, mais la première chose qu'elle fait, c'est de les rendre à l'État. Et oui, parce que le seigneuriage, quand on appelle le seigneuriage des banques centrales, ça crée un bénéfice qui est redistribué à ses propriétaires, qui sont les États. Ouais. Et donc, à la fin, la dette publique qui est détenue par l'État est gratuite. Et donc, vous avez le cas le plus intéressant, c'est le Japon. Le Japon, 230%, 250% du PIB en dette publique. On dit, oui, mais c'est pas grave parce que c'est les Japonais qui la détiennent. C'est ça. Mais c'est pas tout à fait vrai. Qui détient la dette publique du Japon? À 50%, c'est la Banque centrale. Et ça, c'est gratuit. Immédiatement, la Banque centrale rend les intérêts à l'État japonais. Ensuite, vous en avez à peu près 30% qui est détenu effectivement par des compagnies d'assurance japonaises qui ont dans des techniques à coupon zéro. C'est-à-dire, vous empruntez 100 et puis vous dites, donc l'État dit, on se retrouve dans 10 ans, je vous rembourserai 120. Et puis 10 ans après, on va voir les gens qui ont les 120 potentiellement, on leur dit, les 120, bon, je vous les réemprunte. Et dans 10 ans, vous aurez 140. C'est ça. Et donc, comme ça, on pousse devant, là, donc, on rend perpétuelle une dette que l'on repousse en permanence. Mais ça devrait créer de l'inflation au Japon, parce que là, donc, ce que vous décrivez, finalement, c'est un mécanisme de création monétaire. Mais si ensuite c'est pour redistribuer cet argent-là par le biais de l'État, mais alors d'où vient, enfin, comment dire, en quoi est-ce que ça se connecte à l'économie réelle? Alors, je suis tout à fait d'accord. Et les grands défenseurs de ça, qui sont les partisans de la théorie monétaire moderne, disent qu'effectivement, la seule limite à tout ça, c'est le moment où apparaît l'inflation.
Déclarer l'inflation, il faut effectivement dire, il n'y a pas de limite théorique, il n'y a pas de limite capable d'être identifiée. Les normes qui consistent à dire 60% qui sont les traités européens, il y avait... ce sont des règles qu'on s'est fixées parce qu'il fallait bien fixer le niveau quelque part. Donc c'est totalement arbitraire. De même, les travaux de Reynard et Rogoff, là, deux économistes, donc Christina Reynard maintenant est à la tête des chief économistes de la Banque mondiale, donc des économistes reconnus, qui avaient dit à partir de 90% d'endettement public, il y a ce que les économistes appellent des phénomènes d'équivalence ricardienne, les gens s'inquiètent, il y a des mécanismes d'épargne privée qui se mettent en place parce que les gens se posent des questions sur l'avenir, comment tout ça va se terminer. Ouais. Et donc à partir de ce moment-là, tout ce que l'État dépense en s'endettant, eh bien le secteur privé le retire et le contracte en épargnant. Tout ça, disent-ils, ça ne marche pas. Rien de tout ça n'est vérifié, et rien de façon n'a de sens sur le plan strictement empirique. Mais si je regarde le Japon, ça leur donne raison, parce que tout à fait. La seule élément c'est qu'il faut apparaître de l'inflation. Or l'inflation n'est pas au rendez-vous, donc continuons. Ouais. Ce que simplement je dis, et c'est que la grande définition que je retiens de l'inflation, c'est le gap inflationniste, c'est la différence entre l'offre et la demande. Il y a de l'inflation quand la demande est supérieure à l'offre, c'est-à-dire quand il y a une espèce de déconnexion entre la réalité productive du pays. Mais déjà, inflation, est-ce qu'on parle du niveau général des prix? Et ce niveau général des prix, comment est-ce qu'on le définit? Parce qu'il y a si je regarde en détail, quand on décompose un peu tout ça, il y a des prix qui flambent, d'autres qui baissent, mais pour des raisons parfois tout à fait, par exemple le progrès technique ou l'extension du commerce international. Donc c'est une force finalement qui compense l'autre, quoi. C'est comme deux équipes qui tirent à la corde, on a l'impression que ça bouge pas, mais en réalité ça tire dans les deux sens. Oui, quoi. Ça bouge, mais à ce moment-là, c'est donc là aussi, vous avez la différence entre l'inflation, ce qu'on appelle l'effet Ricardo, et puis les déformations de prix, les effets cantillons. Il y a des prix qui augmentent, d'autres qui baissent, mais à la fin des fins, le pouvoir d'achat est stabilisé. Simplement, il y a des objets qui, comme ils coûtent plus cher, on va être... Ce qui veut dire que l'impact n'est pas le même pour tout le monde. Exactement. Et donc là, on en revient sur la question de l'impact différencié. Et là, vous allez peut-être pour les auditeurs, réexpliquer ce qu'est l'effet cantillon et en quoi ça a des conséquences sociales et bientôt politiques. L'effet cantillon, c'est dire que derrière un indice des prix qui mesure donc un panier de consommation, derrière un indice des prix qui reste stable, il y a des prix qui augmentent et d'autres qui baissent. Avec deux conséquences, c'est que on en revient à l'anglais moyen d'Israéli. Oui. C'est-à-dire que l'indice des prix, c'est la consommation de l'anglais moyen. Mais l'anglais moyen n'existe pas. Ouais. Et donc, celui qui existe vraiment, il y en a certains sont consommateurs des produits dont le prix a considérablement augmenté, et puis d'autres, au contraire, ils sont plutôt portés vers les produits dont les prix sont en train de baisser. Et donc, il y a une perception différente d'une situation qui est vécue par les autorités comme étant neutre entre certains groupes de population et d'autres. Concrètement, à l'heure actuelle, quels sont les prix qui montent? C'est l'énergie et l'alimentaire de base, et donc c'est plutôt les classes les plus populaires qui subissent les conséquences des hausses de prix. Sachant que les prix qui baissent, c'est plutôt l'électronique, les choses comme ça, des consommations qui sont plutôt partagées par les classes moyennes et les classes supérieures. Mais ça c'est vrai pour la consommation au quotidien, pour des flux, mais si on parle ensuite de stock, vraiment de patrimoine, moi ce qui me frappe, c'est que depuis des décennies, les gens qui avaient eu la bonne idée de s'endetter pour acheter de l'immobilier, des actions ou quoi que ce soit d'autre, ont vu leur richesse augmenter de manière quasiment indécente par rapport à la réalité de la croissance économique. Oui, et c'est là qu'on rejoint mon livre, c'est-à-dire là où je dis que vous identifiez pas les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est pas l'inflation, puisqu'elle n'apparaît pas dans sa forme indice des prix à la consommation. Oui. C'est pas la menace de remboursement, puisque de toute façon, elle est déjà perpétuelle. Oui. C'est pas l'assèchement des capacités des États par les intérêts, parce que de toute façon, la Banque centrale, les gens ne paniquent pas. La Banque centrale va les mettre à zéro, donc il n'y a aucun problème. Ouais. Le véritable enjeu, c'est qu'effectivement, vous avez une catégorie de biens dont le prix augmente et dont les détenteurs sont favorisés. Et puis, donc ça, c'est typiquement les biens de patrimoine, c'est typiquement les biens d'épargne, c'est donc typiquement l'immobilier. Je cite dans le livre un article de Robert Barrault, qui est donc un des économistes de la nouvelle économie, de la nouvelle macroéconomie classique. Et Robert Barrault explique dans un article de la fin des années 80, où il dit la politique de Reagan, qui est une politique de baisse d'impôts, tout ça, et donc qui a conduit à du déficit budgétaire, va avoir comme conséquence, contrairement à ce que vous pensez, non pas une amélioration de la situation de la classe moyenne à qui il a rendu les impôts, mais une détérioration parce qu'elle ne pourra plus habiter à Manhattan.
Avec cette politique, vous allez générer une inflation des actifs et les centres-villes, les endroits qui sont relativement agréables à vivre dans les grandes villes, vont être réservés à une petite élite de gens fortunés ou d'héritiers, parce que la classe moyenne et la classe en devenir, celle qui espère justement accéder à Manhattan, puisque lui il prend l'exemple de Manhattan, cette classe-là va être exclue. Donc il y a un premier élément, c'est que le prix des actifs et singulièrement de l'immobilier augmente. Et puis la deuxième chose, c'est que quand vous avez une différence, et donc là, les gens de la théorie monétaire moderne en ont conscience, quand vous avez une différence entre l'offre et la demande, si vous avez trop de demandes, si on vit au-dessus de nos moyens, comme on le disait à l'instant, eh bien, on a un déficit extérieur. Et à ce moment-là, on devient un pays détenu, c'est-à-dire au fur et à mesure que le déficit extérieur s'accumule, eh bien, l'hôtel devient propriété des Japonais. À Paris, l'avenue Montaigne est devenue propriété du Qatar. Oui. Alors, simplement une remarque sur ce que vous venez de dire. Là vous décrivez cet effet inégalitaire qu'on constate déjà d'un point de vue statique. Au sein d'une même génération, vous avez des gens qui vont être donc impactés différemment par ces politiques. Les uns voyant le prix de leurs actifs augmenter et les autres étant repoussés aux marges des villes, etc. Mais je trouve qu'il y a aussi un effet dynamique, c'est-à-dire que il y a ceux qui vont arriver encore plus tard et qui auront non seulement les effets de hausse de prix à la consommation, mais aussi trouveront des actifs déjà très très chers, qui auront même pas pu en bénéficier autrement que s'ils héritent de ce qu'ont récupéré les générations précédentes. Oui, c'est-à-dire d'ailleurs bon, mais donc c'est ce sur quoi j'insiste, c'est que on dit toujours que la dette publique pénalise la génération d'après, elle pénalise des groupes dans la génération d'après. Voilà. Et donc effectivement, il y a un certain nombre de gens dans la génération d'après qui seront des héritiers, qui vont récupérer d'abord de la dette publique. Hein, je parle d'un livre du XVIIIe siècle qui s'appelait le Testament de Fortuné Richard. En fait, à l'origine, le livre s'appelait le Testament de Fortuné il s'appelle de Fortuné Ricard, et à l'origine, l'auteur l'avait appelé le Testament de Fortuné Richard. Et donc, il singe un peu il copie un peu la fable de La Fontaine, le laboureur et ses enfants. Donc La Fontaine imagine un laboureur qui fait venir ses héritiers, ses 3 enfants, et puis il leur dit, dans le champ, il y a un trésor. Et donc, et la conclusion, c'est labourer, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins, parce qu'en retournant le champ pour trouver le trésor, il le rend beaucoup plus fertile, et donc ça leur permet de gagner beaucoup d'argent. Et il dit, non mais c'est l'inverse, l'héritier du laboureur convoque ses enfants, il leur dit, dans le coffre, il y a le moyen de faire fortune, et dans le coffre, il y a des titres de dette publique. Et il leur dit, il suffit d'attendre, l'État va vous verser régulièrement de l'argent, et si vous êtes assez habile, vous allez en acheter de plus en plus, et vous allez devenir immensément riche. Et ça reste vrai si le rendement réel de l'obligation reste positif. Et là, j'ai l'impression qu'on est déjà en rendement réel négatif. Absolument. Et qu'on oblige les gens à acheter de la dette. Quand je dis les gens, pardon, on oblige plutôt les institutions qui elles-mêmes donc finalement font acheter aux gens de la dette sans même parfois qu'ils le sachent, alors qu'en réalité ils perdent déjà de l'argent. Je veux dire, aujourd'hui, investir dans les obligations, est-ce que ça a le moindre intérêt Non, c'est pour ça que c'est une situation qui est aberrante. La situation que décrit le petit livre du XVIIIe siècle était en soi aberrante. Ouais. Voilà, c'est pas possible à long terme. Mais la situation actuelle est aberrante. C'est la grande règle, c'est d'ailleurs, pour revenir à Thomas Piketty, ce qu'il rappelle dans son livre, qui est inspiré des travaux de gens aussi divers que Maurice Allais ou Robert Solow, c'est taux d'intérêt égale taux de croissance potentiel. C'est-à-dire le taux d'intérêt doit être équivalent au taux de croissance potentiel à moyen terme. Donc, une situation de taux d'intérêt systématiquement maintenue à des niveaux très bas pour alléger la charge de la dette des États n'est pas saine. D'ailleurs, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, vient de faire une communication là au mois de septembre où il dit bien, il faut maintenant déconnecter la dette publique sur laquelle nous allons faire du taux zéro en rachetant par le biais de la Banque centrale cette dette. Donc là, celle-là, elle est gratuite. Ouais. Et la dette privée sur laquelle il faut qu'elle soit en réalité en conformité avec les évolutions de croissance potentielle. Donc le quantitative easing doit évoluer vers on rachète la dette publique. Et là, le problème, c'est que l'argent qui est imprimé entre guillemets circule ensuite d'une manière peu contrôlable, j'ai l'impression, par les autorités. Donc finalement, ils ont du mal à cibler exactement leur action. Oui, et il est clair que des taux d'intérêt très bas ou des taux d'intérêt très hauts, ça perturbe le calcul économique sur les investissements à venir. Mais au final de tout ça, c'est que je pense que le véritable problème de la dette, c'est que c'est un problème d'inégalité, mais d'inégalité
d'accès au patrimoine. Hein, Oui. donc c'est l'histoire de Manhattan et de Robert Barrow, et c'est un problème de souveraineté. C'est-à-dire que grosso modo, dans la génération d'après, moi, ce qui m'inquiète un de mes grands slogans, c'est de dire à tous les gens, mais vous n'avez pas d'enfants. Alors, en tout cas, moi j'en ai et je les aime, et donc je veux pas les alourdir indéfiniment des conséquences de mes décisions. Et donc, il va falloir, cette génération, elle va avoir à payer ma retraite, entre guillemets, et la retraite des Norvégiens, qui sont les détenteurs, par l'intermédiaire de leurs fonds souverains, d'une partie de notre bourse et d'une partie de notre patrimoine immobilier. Et donc ça, parce que, effectivement, on a créé, par la dette qu'on a substituée au travail, un gap inflationniste, une différence entre les capacités de dépenses, la demande et la réalité, l'offre. Et donc on va quand même finir par retomber en quelque sorte, par toucher le sol, quoi, par retomber sur la réalité dans toute sa dureté. Oui, il y a un moment, j'espère qu'on finira pas comme la Zambie, mais il y a un moment où les gens vous disent, écoutez, nous... Quand on va dans les magasins, on voit bien que les prix augmentent. C'est un peu ça. Non, c'est un peu ça. Et puis surtout, encore une fois, le pays voit ses capacités. Donc, la conséquence d'un déficit extérieur qui s'accumule, c'est qu'il arrive un moment où on est obligé, pour se financer, de faire appel à l'extérieur, c'est-à-dire de faire appel au FMI. C'est-à-dire la menace ultime, c'est le FMI. Alors, ce qui nous permet d'échapper au FMI, c'est le fait que nous sommes dans une zone monétaire où nous sommes solidaires de pays en excédent. Oui, et puis le FMI c'est nous en quelque sorte, parce que le FMI redistribue comment on appelle ça déjà, les droits de tirage spéciaux, oui, ça mais qui sont jamais qu'un panier de monnaie des pays qui ont une monnaie correcte. Oui, mais la quantité de DTS, elle est... Là aussi, maintenant que l'or ne sert plus de référence. Ah oui, ils en créent autant qu'ils veulent. Ils peuvent en créer autant qu'ils veulent. Donc le véritable enjeu, nous, c'est effectivement le fait que pour se procurer les dollars dont nous avons besoin pour acheter ces importations qui sont plus abondantes que nos exportations, on va puiser dans la caisse commune que constitue la zone euro. Mais les gens qui sont solidaires donc de nous, de façon plus ou moins forcée, qui sont les gens qui sont dans la zone euro, tous ces gens-là commencent à nous dire, écoutez, mais il va falloir faire un effort, vous ne pouvez pas vous contenter de persuader la population que la dette peut être une substitution au travail. Il va falloir redécouvrir le travail. Mais nous, on va leur répondre, et on est bien fondé à le faire. Enfin, quand je dis on, les pays les plus pauvres, ce qu'on appelle grossièrement les pigs, vont leur répondre. Mais regardez, il n'y a pas d'inflation. Pourquoi vous nous embêtez avec l'orthodoxie budgétaire, puisque en fait vous nous mentez depuis 20 ans, depuis la création de l'euro, puisque regardez, même quand on n'a pas d'orthodoxie budgétaire, ça continue à tenir. Oui, alors ça tient simplement tous ces pays. L'Allemagne et tout ça disent, écoutez, mais vous vivez grâce aux fruits de notre travail. Si l'ensemble est en excédent, c'est parce que nous, on dégage d'énormément d'excédents. Ouais. Et pourquoi on y arrive? Parce que nous, on travaille plus que vous. C'est tout le débat sur le départ à la retraite. Tout le monde est surpris de la volonté systématique de Bruxelles, en Europe, d'imposer un départ à la retraite au moins à 65-67 ans. Et donc là, l'Espagne vient d'annoncer qu'elle allait retarder encore son âge de départ à la retraite, alors que un certain nombre de mesures qui avaient été prises avaient comme conséquence de résoudre le problème financier immédiat du régime de retraite espagnol. C'est le cas aussi de la Slovaquie, qui vient de porter brutalement son âge. C'est la dette implicite, quoi, en quelque sorte, les droits à la retraite, qui en réalité sont des droits sur ce qu'il y aura à prendre, quoi. Oui, donc, alors c'est de la dette implicite, et puis surtout dans la vision qu'en ont les gens qui sont c'est de dire, si vous augmentez l'âge de départ à la retraite, vous allez mobiliser davantage de travail. Ce qui fait que vous pouvez, quand vous avez un décalage entre l'offre et la demande, si ce décalage est lié au déficit budgétaire, la solution la plus simple, c'est de réduire le déficit budgétaire. Ouais. Mais une autre solution, c'est d'augmenter l'offre. Et augmenter l'offre, c'est un peu... on peut jouer sur les recettes ou les dépenses. Les dépenses. Voilà. Augmenter l'offre, c'est un peu dans une logique, d'ailleurs, disent les gens qui veulent favoriser les politiques de reprise du travail, c'est-à-dire, écoutez, c'est un peu la logique de ce que voulaient les keynesiens. Si Keynes voulait du déficit budgétaire... C'était quand même pour stimuler le travail. Le travail. Bien sûr. Et donc, allez jusqu'au bout de votre démarche. Faites en sorte que le travail soit au rendez-vous. Une dernière question sur l'inflation, simplement. Est-ce qu'elle est bien mesurée? Parce qu'il n'y a pas d'inflation selon les chiffres officiels, mais comme on change les méthodes de calcul régulièrement, est-ce que selon vous, ces changements de méthode de calcul, c'est une arnaque pour envoyer de la poudre aux yeux, ou un écran de fumée, ou bien est-ce que c'est réellement justifié, et donc est-ce que l'inflation est réellement temporaire? Est-ce qu'elle est réellement si basse ou si peu élevée que ce qu'on veut bien dire? Oui, je pense qu'elle est relativement basse, et même qu'on ne mesure pas parce on oublie, en fait. Les gens sont toujours très surpris quand on
il redécouvre derrière un livre sur le 4e de couverture combien ça coûtait en 2000, combien ça coûtait en francs. Vous savez, il y a tout un discours qui dit voilà, les prix sont passés directement de leur montant en francs à un montant en euros qui était exactement le même, alors que le salaire, quand vous regardez bien, en fait, la plupart des gens sont surpris de voir combien ça coûtait véritablement. Je pense que, alors, les deux imperfections du système, la première imperfection, c'est ce que je disais sur l'anglais moyen d'Israël. Oui, voilà, personne ne se reconnaît véritablement dans ce panier. Et d'ailleurs, pour calculer le SMIC, il y a un panier spécifique qui essaie d'intégrer davantage les consommations des gens à bas revenus. Et puis, la deuxième chose, c'est que ce qu'il est très difficile de mesurer, ce sont tous les effets qualité. Et la liberté qu'on a par rapport à ces effets qualité. C'est-à-dire que un téléphone d'aujourd'hui, ça fait beaucoup plus de choses qu'un téléphone d'il y a 20 ans, sans parler du fait qu'il y a 40 ans, il n'y avait pas de téléphone portable. Ça, c'est bien si on utilise un téléphone moderne. Mais alors, celui qui se fait avoir dans l'histoire, c'est celui qui voulait juste continuer à téléphoner et qui aurait voulu bénéficier de la baisse de prix. Absolument. C'est tout un tas de gens qui disent, écoutez, mais vous nous imposez d'avoir un appareil photo, d'avoir... c'est une course en avant. Et donc, c'est tout le débat sur les dépenses contraintes, sachant qu'il est assez difficile. Alors, il y a des gens qui disent, est-ce qu'Internet, c'est une dépense contrainte? Il y a des gens qui disent, vous n'avez pas besoin d'Internet, sauf que si vous voulez remplir la moindre démarche administrative... pour payer vos impôts, on est obligé maintenant. Vous êtes obligé de passer par Internet. Et donc, cette capacité de l'effet qualité est très difficile à mesurer. Et vous avez eu en plus une polémique cet été entre la SNCF et l'INSEE, c'est-à-dire que la SNCF a annoncé qu'elle avait baissé ses prix, alors que l'INSEE a dit pas du tout, nous. Et donc la SNCF a dit, mais en réalité, quand on regarde la fréquentation, vous avez pris un tarif de référence qui est de 30% pour l'Inouï, 30% pour le Ouigo, etc. Mais ça n'a pas correspondu à la réalité de ce qui s'est passé sur le terrain. C'est-à-dire, votre pondération donne trop d'importance aux Inouïs qui ont augmenté et pas assez aux Ouïgos qui ont... Et donc, en réalité, nos prix ont baissé. Et alors, la réflexion qui a été faite par l'INSEE, qui a dit, écoutez, effectivement, en 1970, c'était temps du kilomètre. Donc, on pouvait mesurer... Là, maintenant, dans un train, il n'y a pas deux personnes qui ont payé la même chose pour le trajet. Donc, c'est très difficile de dire... Quel est le prix d'un trajet maintenant entre... On pourrait peut-être, je ne sais pas, j'imagine prendre le nombre total de kilomètres parcourus, les sommes totales dépensées en billets et regarder. Et donc voilà, donc donc effectivement l'indice des prix, je dirais qu'il est au mieux de ce qu'on peut faire, mais c'est vrai que il y a des moments où il est au mieux de ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est normal que la Banque Centrale Européenne, dans ses calculs d'inflation, et arrêtez-moi si je me trompe, ne prenne pas en compte quelque chose comme le prix du logement, qui est quand même pas un tout petit budget pour la plupart des gens? Alors effectivement, donc quand vous regardez, il y a deux choses. Quand vous regardez la définition, c'est des indices des prix à la consommation. Et il faut que ces prix, donc l'inflation, c'est que la hausse soit générale et durable. Pour qu'il me reste quelque chose pour consommer, il faut encore que j'ai déjà payé mon loyer. Et si le loyer augmente... Absolument. Mais alors, il y a l'idée quand même que donc il y a toute une partie des gens pour qui c'est un investissement et sur l'évolution du loyer, comme dans la plupart des pays, les loyers sont indexés sur l'inflation. Le mécanisme est auto. Oui, c'est plus le prix des appartements à l'achat. Et là, on est dans une logique. On en revient à ce problème, c'est que le prix du patrimoine augmente et donc les inégalités se constituent et se creusent autour des stratégies d'épargne et d'accumulation patrimoniale. Et donc l'inflation en tant que telle. Alors néanmoins, la chose n'est pas parfaite puisque quand vous regardez, il y a l'indice des prix à la consommation de l'INSEE et puis au niveau européen il y a l'IPCH, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation harmonisé. Et vous n'arrivez pas exactement au même résultat parce que encore selon qu'on est à un bout ou un autre de la zone euro, ça n'a pas la même réalité. Eurostat est obligé de repondérer un certain nombre de structures de consommation pour retrouver non plus le français moyen, mais l'européen moyen. Qui est encore moins existant que le français moyen. Et donc, on arrive à un résultat. Et donc, le véritable enjeu dans tout ça, c'est effectivement d'avoir au moins une règle assez stable de calcul et surtout d'avoir des définitions de l'utilisation que l'on va en faire. C'est-à-dire le taux d'inflation, normalement, pour la politique monétaire, c'est une référence. Et puis, le taux d'inflation, les banques centrales sont supposées utiliser ce qu'on appelle des formules de Taylor dans lesquelles il y a les taux d'inflation. Il faut simplement qu'elles disent quel taux d'inflation elles vont utiliser, avec quelle raison, et la raison pour laquelle elles ont choisi ce taux d'inflation. Et encore, alors oui, voilà, tiens, excellente question. D'où viennent les fameux 2 ou 3% d'inflation qui sont utilisés comme ce qu'il faudrait? On est d'accord
d'accord, c'est assez logique qu'il faille pas plus, mais pourquoi il faut pas moins, après tout? Alors, au départ, en fait, quand on regarde, les gens ne réfléchissent pas très bien, ils disent, ça permet de faire un peu de négociation salariale, c'est le créabout de Vergent. Pas du tout. Quand vous regardez la façon dont tous ces chiffres ont été mis en avant, dans la grande époque des années 60, la grande époque où justement des gens comme Tobin ont essayé de construire ce que pouvait être une politique économique efficace, leur idée était la suivante, c'est que la création de monnaie, qui est excessive, une création excessive de monnaie, est à l'origine de l'inflation. Et donc la question qui se pose, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait une création excessive de monnaie? Et donc question, d'où vient la création excessive de monnaie? Et donc d'où vient la création de monnaie? Et la création de monnaie, c'est des prêts consentis par les banques à des entreprises. Et donc l'idée d'accepter un peu de création excessive, c'était l'idée de dire la banque a le droit de se tromper. Si la banque prête à quelqu'un qui ne crée pas de richesse, oui, elle a mis en circulation de la monnaie et en regard, il n'y a pas de la richesse équivalente. Donc à ce moment-là, il peut y avoir un peu d'inflation. Et donc le taux d'inflation devient, de façon normalement théorique, la mesure du droit à l'erreur consenti aux banques. Or, en réalité, on s'aperçoit que le taux d'inflation est vécu comme étant le moyen qui permet d'effacer le plus rapidement possible la dette publique. Exactement, d'accord. Mais oui, j'avais jamais entendu les choses formulées sous cet angle, donc merci beaucoup pour cette réponse. Une autre question que je voulais vous poser, c'est la question du défaut sur la dette. Il y en a qui disent on peut faire défaut, d'autres qui disent on peut pas, il faut pas. Alors soit pour des raisons morales, soit pour des raisons d'effet économique. Est-ce qu'il serait correct de dire que on pourrait se permettre de faire défaut, mais c'est sans filet, c'est-à-dire que si on fait défaut sur la dette, que plus personne ne nous prête et qu'on doit se financer avec nos véritables recettes fiscales, est-ce que c'est possible à ce moment-là de faire défaut sur la dette et est-ce que c'est souhaitable? Alors, à mon avis, la dette privée, oui, détenue par les privés, on va dire. Oui, non, ça me paraît tout à fait aberrant. C'est-à-dire que la dette qui est détenue par les privés, elle doit être honorée. Sachant encore une fois que dans un pays comme la France, cette dette qui est détenue par les privés, et qui est donc, ça coûte entre 20 et 25 milliards. Donc, si même si les taux d'intérêt doublaient, mais l'État pourrait dire, c'est de l'argent qu'on doit nous-mêmes. Enfin, que le pays doit lui-même. Donc il pourrait dire, ok, vous retrouverez pas votre argent, mais vous bénéficierez de l'absence de serrage de ceinture qu'aurait nécessité le remboursement. Il y avait une proposition c'était notamment Patrick Artus à un moment donné qui défendait ça. Il disait, vous supprimez l'impôt sur le revenu et vous annulez la dette privée, en disant que les gens qui paient l'impôt sur le revenu sont les gens qui ont les contrats d'assurance vie, les gens qui ont une épargne financière relativement abondante, et donc ces gens-là, si vous leur supprimez l'impôt sur le revenu, ils reçoivent une amélioration de leur situation, mais d'un autre côté, ils perdent une partie à la fois de leurs revenus qui étaient les intérêts, et une partie de leur patrimoine, ce qui est symboliquement assez fort. Moi, je pense que sur cette dette-là, si elle devient vraiment insupportable, la solution, c'est de la faire racheter, alors de gré ou de force, mais plutôt de gré, par la Banque centrale. Et donc, on résout le problème. D'ailleurs, on résout le problème de la dette, mais ça résout pas le problème de l'inflation. Parce que c'est de l'argent qui sera jamais détruit. Finalement, il restera au bilan de la Banque centrale. Il circule, les prix augmentent. Ah oui, absolument. Mais donc, c'est pour ça qu'à mon avis, la bonne solution, le danger, ce n'est pas un danger de banqueroute, ce n'est pas un danger de défaut. Le danger, c'est le maintien du déficit budgétaire. La bonne solution, c'est pas d'annuler de la dette, ce n'est pas... Oui, c'est secondaire. Ce qui compte plus, c'est structurellement comment on se réorganise. Équilibrer les finances publiques. C'est revenir à cette forme de sagesse élémentaire qui consiste à considérer que les finances publiques doivent être équilibrées. Alors les traités européens prévoient d'ailleurs un équilibre des finances publiques avec un déficit qui peut pas dépasser 0,5% du PIB. L'Allemagne l'a mis d'ailleurs dans sa constitution. Je croyais que c'était les 3%, les fameux 3%. Alors les 3%, c'est le déficit structurel. Et puis ensuite, suivant les circonstances, vous pouvez accepter un déficit dit conjoncturel. Donc ils sont dans les périodes de cycle économique néfaste, défavorable, qui est de 3%. Mais il faut que sur la durée du cycle économique, à la fin des fins, la période d'excédent compense la période de déficit. Et donc, au final, sur le long terme, quel est le déficit prévu par les traités? 0,5% du PIB. Ça, c'est quelque chose que je n'entends jamais mentionner. Ah oui, pourtant c'est l'article 3 du TSCG. Mais oui, mais ce qu'il y a de frappant là, mais alors je rebondis sur ce que vous dites, ce qu'il y a de frappant, c'est quand vous écoutez les commentateurs français de ces règles européennes, ils parlent tout le temps du traité de Maastricht. Et si vous lisez la presse allemande, elle vous dit, mais ils n'ont toujours pas compris, les Français, que Maastricht, ça a été fait pour
définir les conditions pour accéder à l'union économique et monétaire. Et voilà, on revient à la question de l'euro. Voilà, une fois qu'on est dedans, c'est pas Maastricht qui s'applique, c'est le pacte de stabilité et de croissance et un nouveau traité qui s'appelle le TSCG, qui est ce traité qui prévoit que le déficit structurel, c'est-à-dire le déficit moyen, doit être égal à 0,5%. Et donc, il peut y avoir un déficit conjoncturel lié au cycle économique qui atteint 3%. Et puis, il y a les circonstances exceptionnelles. Et donc, les gens s'en sont peut-être pas aperçus, mais en mars 2020, l'Union européenne a décidé qu'elle entrait en circonstances exceptionnelles et donc elle autorisait les États membres à faire des déficits supérieurs à 3%. Mais j'ai l'impression que même lorsqu'elle les autorisait pas, on dépassait quand même et il n'y avait pas de conséquences. Donc non, c'est tout le problème. C'est la jurisprudence de Jacques Chirac quand l'Europe commence à dire écoutez, vous êtes en déficit. Alors c'était avant le TSCG, mais c'était à l'époque où vraiment le pacte de stabilité et de croissance considérait que les 3% c'était quelles que soient les circonstances, il fallait au moins être en dessous de 3%, quelle que soit la position dans le cycle. Et donc, Chirac aurait dit à Jean-Pierre Raffarin, qui rentrait de Bruxelles en disant ils sont pas contents, et Chirac aurait dit écoutez, ils vont pas nous envoyer des chars, ils en ont pas. Et donc, cette idée que... C'est ça. Bon, mais enfin, si on décide de refabriquer des chars, les Allemands en fabriqueront plus que les Français, quoi, j'ai envie de dire. Oui, toujours est-il que c'est dans le débat, vous savez, qui entre les frugaux, ce qu'on appelle les frugaux, et donc ils étaient 4 pays à l'origine, maintenant qu'ils sont 8, et puis l'Europe du Sud, ce qu'on appelle les... Et alors les frugaux, d'ailleurs, le Premier ministre portugais qui vient de démissionner, là, qui les appelle les radins. Donc, pas les frugaux, c'est pas des frugaux, c'est des radins, c'est des pingres. Eh bien, dans ce débat-là, les frugaux disent, écoutez, mais vous avez signé des traités. Enfin, ils mettent en avant cette déclaration surprenante de Romano Prodi, qui était président de la Commission, donc, et qui disait, c'est le pacte de stabilité et de croissance, toutes ces règles sont stupides. Et les Allemands lui disaient, mais écoutez, si vous pensez que c'est stupide, il faut pas signer. Une fois que vous avez signé, dites-le avant, mais il faut pas le dire après. Bien sûr. Le dire avant. Mais alors, est-ce que ça veut dire que la zone euro peut finir par éclater si l'écart devient trop important entre les frugaux et les dépensiers et si elle éclate, est-ce que les conséquences seraient catastrophiques? À quoi on peut s'attendre? Est-ce que c'est envisageable, réaliste, concevable de revenir à une monnaie nationale? À court terme, je pense pas. Je pense que l'affaire grecque a donné une double leçon. La première, c'est que même les pays qui sont dans les situations les plus critiques préfèrent rester dans la zone, sont attachés à la zone, quoi qu'il arrive. En fait, Tsipras pouvait, quand il est arrivé à Bruxelles en juillet 2015, dire, écoutez, moi je fais exploser le truc, c'est pas moi qui décide, c'est le peuple grec qui vient de décider qu'il fallait en rester là. Donc, il aurait pu sortir de la zone euro. Mais en fait, c'est qu'à très court terme, le choc est très difficile à absorber. Le moment où on repasse à une dénomination de la richesse en monnaie nationale. Oui, la grande crainte de pays d'ailleurs comme la Grèce, mais ce serait le cas de la France, ce serait une monnaie qui dévisse, une devise qui dévisse très rapidement sur le marché d'échange avec. Et donc la balance commerciale qui en se retrouve affectée, avec en plus des poussées d'inflation importée très importantes, et donc une véritable menace sur même l'avenir politique du pays. Mais est-ce qu'on est d'accord qu'à long terme ça changerait rien finalement, que notre richesse soit dénominée dans une monnaie ou dans une autre? Ce qui compte, c'est quand même ce qu'on produit. Ah oui, tout à fait. Donc oui, tout à fait. À long terme, effectivement. D'ailleurs, imaginons que, allez, on va rêver entre libéraux. Si on revient à une monnaie or, et que vraiment on échange de l'or physique ou des titres qui sont strictement adossés sur l'or, ça revient quasiment à faire une zone euro, mais à l'échelle de la planète, quoi. Absolument. D'ailleurs, moi je pense que c'était un mécanisme qui fonctionnait plutôt pas mal. Et le seul. Mais à quelle époque? Est-ce que vous parlez de Bretton Woods ou d'avant? Avant. La grande période. Et d'ailleurs, les Anglais, c'était leur force, c'est qu'ils avaient réussi à imposer à tous les pays, y compris des pays aussi éloignés que le Japon, de fonctionner sur les talons or. Et alors le seul élément, tout le monde le dit, c'est que c'était déflationniste, c'est-à-dire que les gains de productivité se traduisaient non pas par des hausses de salaire, mais par des baisses de prix. Et donc le pouvoir d'achat augmentait, mais et donc c'est toute la critique de Keynes, c'est-à-dire les gens sont plus sensibles à la hausse de leur salaire qu'à la baisse des prix qu'ils constatent dans les magasins. Et donc si vous voulez avoir une forme de paix sociale, il vaut mieux convertir tout en hausse de salaire accompagnée de hausse de prix plutôt qu'en stabilité des salaires accompagnée de baisse des prix.
Mais ce qui veut dire que c'est une course en avant. Est-ce que Keynes n'est pas le grand destructeur de l'environnement, si je simplifie énormément? Keynes, à mon avis, c'est le grand destructeur d'un système, et surtout ses épigones. C'est-à-dire que je pense que s'il revenait aujourd'hui, d'ailleurs, on disait que si Marx avait été projeté à Moscou en 1950, il aurait été quand même assez surpris de voir ce qui s'y passait. Certes. J'espère qu'il aurait été surpris. J'espère qu'il aurait pas applaudi. Ou alors il aurait dit c'est globalement positif. Oui, voilà. S'il en était arrivé là, c'est encore pire que ce que je peux penser de lui. Mais donc je pense qu'il aurait désavoué. Je pense que Keynes maintenant, s'il voyait effectivement la façon dont on utilise ses propos pour faire de l'inflation un outil et de la dette un substitut au travail, je pense qu'il serait un peu agacé. Il en va un peu pour moi de Keynes comme de la parole de Dieu ou de Jésus. Il y a ce qui a été dit, puis il y a l'exégèse. Absolument. Et puis il y a plusieurs maisons dans la maison de mon père. Hein. Après chacun, il y a les néos, les archéos, les postes. En tout cas, je trouve qu'il a bon dos, quoi, Keynes, par rapport à tout ce qu'on a pu lui faire dire en extrapolant sur ce qu'il a écrit. Donc à ce titre-là, d'ailleurs, je le trouve intéressant et instructif de relire Keynes. On fait pas assez l'exercice, je trouve, de relire Keynes dans le texte. De regarder vraiment ce qu'il disait. Et que d'ailleurs, si on regarde d'où il vient, parce que récemment je relisais les débuts de la théorie générale, et je trouve que le contexte qui l'amène à écrire ça était plutôt valable, quoi. Il constate quand même que dans ce qu'on lui a appris comme étant entre guillemets parole d'évangile, il y a des choses qui collent pas, et je trouve que sur ce point-là, il avait pas entièrement tort. Oui, non, mais il maîtrise bien son sujet, et donc alors, et puis en plus lui aussi il a évolué, c'est-à-dire que quand il fait l'éloge funèbre de Marshall, il est d'un enthousiasme néoclassique de très grande qualité et de très grande pureté, et puis à la fin, il démolit Pigou, il les traite tout l'enseignement officiel issu de Marshall, il traite tout ça d'imposture, et il traite Ricardo de Torquemada. Enfin bon, donc il a évolué aussi, mais au gré des circonstances. C'est-à-dire que un des défauts, à mon avis, des keynésiens actuels, c'est de vouloir justifier des erreurs parce qu'il a dit ou ne pas dit, et surtout de s'appuyer sur des exemples historiques qui ne sont plus d'actualité. D'accord. Si on s'essaye un petit peu de prévision sur ce qui va se passer là dans les 1 ou 2 ans qui viennent, est-ce que vous pensez que les banques centrales qui sont un peu coincées entre le marteau et l'enclume, est-ce qu'elles vont remonter les taux d'intérêt pour juguler l'inflation? Ou est-ce que elles vont laisser filer l'inflation en faisant des contorsions intellectuelles pour expliquer que finalement c'est pas grave, alors on redéfinit l'objectif d'inflation à long terme, etc. Sachant que je rappelle pour contexte pour les auditeurs que à la fin des années 70, comment est-ce qu'on est sorti de la période inflationniste? C'était quand même en remontant les taux d'intérêt, mais à des niveaux, vous allez nous dire combien, mais des niveaux qu'on n'imaginerait pas aujourd'hui, et puis surtout en sachant qu'on allait avoir mal. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui manque, c'est cette préparation à devoir se prendre un gros coup. Oui. Dans les années 70, on a monté les taux à 13-14%, les taux d'intervention, et enfin à la réserve fédérale. Oui. Hein, donc les taux directeurs des banques centrales. Voilà. Et avec un objectif, c'était de dire, une des conséquences incontestables, ce sera probablement du chômage, mais le chômage va faire pression sur les salaires, et donc ça va contribuer à réduire l'inflation. C'est-à-dire, on va réduire la quantité de monnaie en circulation parce que les gens emprunteront moins, donc les banques vont créer moins de monnaie, et la structure des prix elle-même va être favorablement concernée, touchée, parce que les salaires vont être contenus par la montée du chômage. On n'en est pas là. Je pense que les banques centrales sont en train de se poser la question de savoir quelle est leur utilité. Est-ce qu'elles savent encore ce qu'elles font, en fait? Voilà. J'en reviens au discours d'Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, disant finalement on a improvisé ce quantitative easing sur la base d'un mélange d'expériences japonaises, de nécessité de la zone euro et de dérive des comptes publics américains. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Il faut retenir que on peut éviter la banqueroute publique en rachetant les titres publics, mais on ne peut pas durablement maintenir des taux d'intérêt aussi bas parce que c'est en train de perturber le fonctionnement des investissements. Oui. Et donc, il faut véritablement déconnecter les deux, commencer à remonter les taux, tout en continuant à garantir aux États qu'on rachètera leurs dettes. Mais ça n'a de sens que si les États vivent ça comme un moyen de vivre. Oui, une main tendue en quelque sorte, mais pour revenir à l'équilibre budgétaire. Et donc, alors, ça rejoint d'ailleurs ce que disait encore récemment François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Il disait dans les 2 à 3 ans qui viennent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut signer une sorte d'accord avec les États sur le retour
à l'équilibre budgétaire, mais leur donner du temps. Deuxièmement, leur demander de favoriser le plus possible la croissance économique, donc d'accompagner par tout un tas de mesures, notamment de libéralisation de l'économie, de maintien d'une politique concurrentielle, tous les éléments qui favorisent normalement la croissance. Ce qu'on n'est pas arrivé à faire depuis 20 ans, il faudrait arriver à le faire là en 3 ans, avec la menace de l'inflation et des taux d'intérêt et la menace qu'à un moment donné, la Banque centrale dira « je ne rachète plus la dette, je ne rachète que tel pourcentage de dette ». Ce qui a comme menace immédiate, effectivement, de faire remonter sur les marchés les taux d'intérêt Et est-ce que c'est pas un peu masqué par le fait que tout le monde coule en même temps? C'est-à-dire finalement tout le monde regarde ce que fait les États-Unis s'abordent de leur monnaie, et j'ai l'impression que le monde entier les imite, et donc on se rend pas compte finalement de la dévaluation monétaire, parce que tout le monde est en train de d'évaluer en même temps, et en tout cas de faire les mêmes expériences au même moment. Oui, alors tout le monde subit ça en se disant, effectivement, c'est pas très grave. Bon, finalement, que l'or qui était à $35 l'once il y a 50 ans soit à $2000 l'once, ça fait $1800 l'once, qu'est-ce qu'on en a à faire? Que des gens s'excitent sur le Bitcoin, que des gens... Mais les gens qui sont chassés de Manhattan, il y a quand même une ambiance générale, on le voit bien d'ailleurs. Là aussi, les propos de Janet Yellen sont intéressants, c'est-à-dire que elle dit l'aile gauche du Parti démocrate veut augmenter les impôts pour punir les riches. Je vais la suivre parce que moi j'ai besoin d'augmenter les impôts pour équilibrer les comptes, parce que en gros il y a une convergence d'intérêts entre les intérêts politiques et les nécessités comptables quasiment. Oui, absolument. D'accord. Et donc je pense que le véritable enjeu dans tout ce qui va se passer dans les 2-3 ans qui viennent, c'est la façon dont les États et les banques centrales, tirant la leçon à la fois de la récession 2008-2009 et de la pandémie et de la façon dont on a géré le quoi qu'il en coûte, et se mettre d'accord sur un retour progressif aux équilibres budgétaires, tout en essayant de ne pas faire la violence dans la politique d'austérité de ce qu'a été la lutte contre l'inflation des années 70. Et est-ce que ce sera un système qui pourra tenir? En gros, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas revenir à l'étalon or ou à un étalon quelconque, mais assis sur une valeur réelle? Alors moi, je pense qu'il faudrait revenir à l'étalon or. Alors un étalon or avec un prix de l'or relativement élevé. Qui prend en compte la situation actuelle. Et surtout, il faudrait, ce qui était intéressant dans l'étalon or, c'était le mécanisme d'équilibrage automatique des balances des paiements courants. C'est-à-dire que l'avantage de l'étalon or, c'est que ça a évité justement ce mécanisme que je souligne et qui m'inquiète de pays détenteurs et de pays détenus, de pays... Oui, parce qu'à un moment, on transférait de l'or physique s'il y avait besoin de compenser. Et donc ce transfert conduisait à une contraction de la masse monétaire, et donc... si on suivait sa règle d'étalon or... Et à partir de ce moment-là, les prix baissaient, et donc on redevenait compétitif, et on rééquilibrait ses comptes. Je pense qu'il faut trouver une règle. Cette règle, d'ailleurs, c'était la grande promesse d'échange flottant. C'est-à-dire que quand les Américains abandonnent l'or, Friedman théorise la nécessité à ce moment-là d'abandonner Bretton Woods dans son entier, parce qu'il faut aller vers l'échange flottant qui vont permettre un rééquilibrage systématique des comptes extérieurs. Or, 50 ans après, on constate que les comptes extérieurs ne sont pas équilibrés. C'est-à-dire que parce que le marché d'échange est faussé parce que j'ai l'impression par d'abord le statut quasi mystique du dollar qui fait que tout le monde l'achète sans poser de questions, et peut-être aussi par le fait que les États, y compris les États comme la Suisse par exemple, interviennent quand même pour maintenir leur taux de change, pour manipuler leur taux de change. Voilà, j'ai l'impression qu'on n'est jamais en régime de change flottant pur. Exactement, oui. La description qu'en faisait Friedman, effectivement, je suis d'accord avec vous, n'a pas été la réalité de ce que nous avons vécu. C'est-à-dire, d'abord, d'ailleurs, il était contre la zone euro. Les 10 ans, on rétablit le change fixe dans une des zones qui est une des zones principales de l'économie mondiale, où effectivement, en plus, il devrait y avoir des ajustements compte tenu des évolutions comparées de ces pays qui restent des économies de référence. Et puis, il y a des pays qui se donnent des objectifs de change et qui font tout pour garder ces objectifs de change avec plus ou moins de réussite, mais qui affichent un objectif de change. Le Japon, par exemple, qui dégage énormément d'excédents, et comme la Suisse d'ailleurs, sa volonté, c'est d'intervenir systématiquement sur le marché des changes pour essayer de faire en sorte que leur monnaie ne monte pas trop vite. Oui. Ouais. Mais ce qui est curieux, parce que normalement,
Enfin, je sais pas si leur monnaie montait plus, justement, ils pourraient importer plus. Alors c'est quoi? C'est pour, en gros, est-ce que c'est pour acheter la paix au niveau des exportateurs qui eux se sentent pénalisés? Encore que la Suisse exporte toujours beaucoup malgré une monnaie très forte. Oui, dans le cas du Japon, on voit bien que c'est un problème de génération. C'est-à-dire qu'il y a toute une épargne qui a été placée en dollars aux États-Unis. Oui. Et si le yen monte, le rendement de cette épargne va baisser. Et comme c'est les bénéficiaires de cette épargne, c'est les électeurs au Japon, parce que on en retombe immanquablement, mais c'est ça qui est fou, on en retombe sur des motivations politiques. C'est impossible de démêler les deux, j'ai l'impression. Ah oui, c'est difficile. Donc le rôle de l'économiste, c'est d'essayer de faire la part des choses et de dire, voilà, je vous préviens. Je vous préviens. Et une concurrence monétaire à la Hayek, comme dans la dénationalisation de la monnaie, est-ce que ça vous semblerait être un mécanisme où on n'aurait même plus besoin de s'auto-contrôler en quelque sorte au niveau collectif, mais chaque monnaie, pour rester crédible et être adoptée par des acteurs privés, serait obligée d'offrir une vraie crédibilité? Oui, alors je suis pas très favorable à ça, je suis assez proche des idées de Ricardo sur le fait qu'il faut qu'il y ait une espèce dans la monnaie, un juge de paix ultime qui était l'or et qui est quelqu'un qui gère quelque sorte ce stock d'or. C'est-à-dire, ce qu'il explique bien, c'est que le rôle de la Banque centrale, c'est moins de gérer la dette publique comme elle l'avait fait au XVIIIe siècle que de gérer le stock d'or, d'être le garant de... Donc il faut qu'il y ait un lieu qui soit un peu... Le problème, c'est que ce lieu, et là où je rejoins les inquiétudes d'Hayek, c'est que ce lieu, il est en monopole. Et donc, un monopole... Et donc, sur le papier, ça marcherait, je suis d'accord, mais... La sagesse pour un acteur économique, c'est soit la concurrence, s'il est soumis à la pression de ses concurrents, il est sage. Soit, s'il est en monopole, la loi. Il faut lui donner des règles bien précises avec des sanctions par rapport à la loi. Et ce qui est intéressant, c'est que les banques centrales, on a dit effectivement, il faut les rendre indépendantes de façon à ce qu'elles puissent accomplir pleinement leur mission. Mais elles ne sont pas restées longtemps, quoi. Elles ne sont pas restées longtemps, cette mission est vague, et quand elles ne l'accomplissent pas, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de sanctions. Donc le système est un système qui est bancal. J'ai du mal, parce que si vous avez des systèmes qui sont en concurrence, à un moment donné, dans la concurrence, il y a des gens qui font faillite. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans un système monétaire où une partie des gens font faillite? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont rincés. Ah oui, à supposer que les gens investissent toute leur épargne dans une monnaie particulière. Oui. Mais bon, ce serait un autre débat. En tout cas, merci beaucoup Jean-Marc Daniel de nous avoir reçus. Et donc votre dernier livre qui est paru aux éditions Le Cherche Midi. Aux éditions du Cherche Midi et qui s'intitule... Alors ça, c'est Il était une fois l'argent magique. Oui, pardon, Il était une fois l'argent magique. Et là, en ce moment, il y a aussi un autre livre qui vient également de paraître en parallèle, qui s'appelle L'histoire de l'économie mondiale, qui est pareil, qui là, cette fois, c'est plus de l'histoire. Le vrai livre d'économie, c'est Il était une fois l'argent magique. Ah, d'accord, intéressant. Ok, très bien. Merci encore. Mais je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, vous retrouvez dans la description de l'épisode les références de tout ce dont nous avons parlé, notamment les ouvrages de Hayek, de Keynes, l'équivalence ricardienne, etc. Je vous remercie encore beaucoup au nom de toute la rédaction pour votre fidélité au podcast de Contrepoint, et je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt!